même des relations, des pays en relation avec mon pays, qui ont signé les accords de coopération. Ce sont là des données nécessaires que tout intellectuel doit connaître normalement. Encore une fois, je ne dispose pas de temps suffisant pour entrer en détail. Seulement, je rappelle tout simplement la parole du philosophe français Jean Guitton, membre de l'Académie française, et qui disait que comprendre, c'est avant tout comparer. Si la chanson africaine de la période fiévreuse des indépendances des années 50-60 disait que les colonisateurs ont pillé leur pays, le Rwanda et le Burundi, excusez-moi, ne devraient pas répéter ce refrain. Ils devraient plutôt rendre hommage à la tutelle belge, à tous égards. Les quelques minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous donner le bilan des efforts consentis par la Belgique pour mettre les deux pays, le Rwanda et le Burundi, sur les rails du développement économique, social et culturel. Étant donné que le régime colonial était différent de celui de la tutelle, la Belgique n'a rien retiré au Rwanda et au Burundi. Elle a plutôt effectué beaucoup de dépenses provenant du budget de développement, d'autres dépenses provenant du budget du Congo. Les taxes prélevées dans la population, ce qu'on appelait l'impôt de capitation, impôt sur le bétail, ne faisaient qu'alimenter les caisses de chefferie. Les taxes sur l'importation et exportation alimentaient le budget de développement dans les deux pays. Aucun sou n'entrait en Belgique, sauf évidemment pour les dépôts dans des banques. Bien sûr que le budget du Rwanda au Burundi, les taxes et impôts, tout ça ne pouvait pas se stocker dans le coffre du gouverneur général du Rwanda au Burundi. Non, ça devait être placé dans les banques. Après l'indépendance du Rwanda au Burundi, les projets que la Belgique n'avait pas réalisés au cours de son mandat, l'a réalisé dans la coopération. Le Rwanda et le Burundi furent des enfants chéris de la Belgique. Au Rwanda, à titre d'exemple, dans ce cadre, les bâtiments abritant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le ministère des Finances furent construits dans le cadre de la coopération. La Belgique ne s'est pas limitée dans le secteur économique, elle s'est distinguée dans le domaine de l'enseignement et de la santé publique. La défense nationale n'a pas été oubliée, étant donné que les premiers officiers rwandais ont été formés par les commandants en place belges. En l'occurrence, M. Dupont, qui est encore en vie. Je ne suis pas au Rwanda pour parler de la coopération belgo-rwandaise actuellement. Je ne sais pas non plus comment cela se passe avec le nouveau régime du FPR. Je sais que dans l'OTAN, aucun projet de développement ne pouvait avoir de subventions sans que les bailleurs de fonds l'aient suffisamment étudié. Je ne sais pas non plus dans quel cadre et dans quel projet la coopération et les ONG belges travaillent, surtout quand nous constatons, et nous sommes bien informés, que du côté de l'économie, c'est la ruine, que du côté social, c'est lamentable, et que du côté judiciaire, c'est la catastrophe. Je ne peux pas entrer dans les détails. Il suffit simplement de rappeler, et personne ne peut me contredire, qu'un euro vaut 800 francs rwandais, officieusement, 700 francs officiellement. Alors qu'avant la guerre, un franc belge valait 2 francs rwandais. Qu'une famille moyenne mange une fois par jour, que des fois une femme de ménage ou son mari mange une fois tous les 2 jours. Qu'un kilo de viande coûte 1500 francs rwandais,
un kilo de sucre 400 francs rwandais, une bouteille de bière 500 francs rwandais, j'en passe. Alors que le salaire minimal pour les agents de l'État est de 30 000 francs rwandais, tandis que le loyer mensuel d'un appartement de 2 chambres et un living coûte 25 000 francs rwandais. Au point de vue des taxes, un paysan qui amène son panier de patates ou un régime de bananes au marché paie la moitié du fruit de vente au percepteur. Le reste ne lui permet même pas d'acheter un kilo de sel. Que le paysan paye la taxe pour sa maisonnette et sa petite parcelle cultivable. Il est étonnant d'apprendre qu'après la guerre, c'est-à-dire après la prise du pouvoir par l'UFPR, que presque la totalité des services publics sont privatisés, surtout ceux du secteur de la santé et de l'enseignement, de quoi populariser les masses paysannes qui ne peuvent plus se faire soigner ou faire vacciner les enfants. Quant à la maternité, les femmes qui n'ont pas payé toutes les sommes demandées sont retenues avec leur bébé durant tout le temps avant de payer toutes les sommes. N'était pas au Rwanda aujourd'hui, néanmoins nous connaissons d'une manière certaine que le système sociopolitique du Rwanda actuel ressemble fortement à celui de l'époque précoloniale. Cependant, les rapports de la coopération belgo-rwandaise disent que l'économie rwandaise se porte très bien. Quand bien même il n'y a plus de dispensaires dans les communes comme ils étaient avant, que les écoles coûtent horriblement cher, sans parler des soins médicaux et de la maternité. À part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Que les importations ne sont autres que l'or, le diamant et le coltan pillés au Congo, au démocratique du Congo. À part ça, tout va très bien. Il ne suffit pas de craindre de le dire, il ne faut pas craindre de le dire, que les acheteurs sont des receveurs qui méritent la même peine que les voleurs. Je voudrais attirer l'attention des coopérants et d'ONG qui fournissent de tels rapports que le Rwanda n'est pas que Kigali. Que le système de coopération doit ouvrir les yeux sur l'ensemble de ce territoire, que les projets de développement qui ne visent pas le bien général, surtout des masses populaires, ne devaient pas être acceptés par la coopération et les ONG. Qu'une étude socio-économique du Rwanda doit être étudiée, soit par la communauté internationale, soit par la coopération belgo-rwandaise, qu'un petit tour à Kigali pendant 3 jours ne suffit pas pour connaître la réalité économique, sociale et politique de ce pays. Je vous remercie. La configuration de la forme de relations que la Belgique, en tant qu'État, entretient aujourd'hui avec ses ex-colonies, même y compris avec d'autres pays qui n'étaient pas dans sa sphère coloniale. L'État fédéral aujourd'hui, les communautés, les régions, et récemment la capacité accordée à travers certaines dispositions aux pouvoirs locaux tels que les municipalités et les communes, de pouvoir, je veux dire, mener certaines relations privilégiées avec certaines communes du Sud. Tout ceci est un changement qui a réellement modifié, je veux dire, un peu la nature de l'action de la Belgique dans les anciennes colonies en matière de coopération. Beaucoup de critiques ont été émises à différents points de vue, beaucoup d'évaluations ont été faites auprès des institutions spécialisées pour savoir ce qu'il en est. Des rapports ont déjà été publiés pendant des années pour évaluer les actions de coopération. Je crois que le constat en général, beaucoup de gens le disent, est assez catastrophique compte tenu de l'instabilité politique, des migrations qu'on a connues dans la région de Grand Lac aujourd'hui et des guerres, ainsi que de formes de gouvernance d'ailleurs que nous avons soutenues, que ce soit officiellement ou officieusement pendant des années, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si on peut faire un bilan, c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire que c'est une action qui a été, je veux dire, un peu désastreuse, mais qui en est le responsable, c'est à la fois les bénéficiaires et parfois ceux qui au début ont conçu
une forme d'aide dont les objectifs étaient tout à fait peut-être différents de ce que les gens pouvaient attendre aujourd'hui. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Je crois qu'il suffit de lire les articles des journaux, écouter les journaux, pour se rendre compte un peu que moi j'ai le sentiment personnel qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va dans tout ça, compte tenu du fait que les rapports qui ont eu difficiles entre certains gouvernants en Afrique centrale avec certains gouvernants ici ont constamment modifié une ligne que beaucoup disent d'ailleurs que la Belgique n'a pas une politique extérieure réelle, que ce soit dans ses anciennes colonies ou dans d'autres pays. Beaucoup de gens l'ont dit que la Belgique n'avait pas une politique extérieure pendant des années. Je ne vise pas, je vais dire, l'ancien vice-premier ministre, qui est aujourd'hui ministre de la coopération, à qui on peut reconnaître, c'est la première fois que je le fais en public d'ailleurs, vous n'êtes pas suspect, quand même un intérêt marqué sur la législature précédente au niveau fédéral, sur, je vais dire, l'implication au niveau du Congo. Mais est-ce que tout ceci, Congo et Afrique centrale, est-ce que tout ceci a amené réellement de modifications sur ce qui se passe concrètement sur le terrain? Ben, visiblement, c'est vrai qu'il faut reconnaître à César ce qui est à César, les efforts mis aujourd'hui par la Belgique, que ce soit à travers le gouvernement fédéral ou les différentes autres institutions, instances, je vais dire, fédérées, ont quand même donné du résultat, quand même un certain résultat dans le sens que l'implication est réelle. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux pour savoir que mettent les régions, les communautés et l'État fédéral en matière d'action sur l'Afrique centrale dans les anciennes colonies, mais j'ai envie de dire qu'à l'état actuel, il y a une espèce de regain d'intérêt quand même, après une dizaine d'années d'accalmie, et surtout, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui se sentira concerné, surtout presque 2 ou 3 législatures gérées par le SPA, qui à l'époque, avec des ministres dont je ne citerai pas le nom, je crois qu'ils ont quand même entraîné un espèce de distancement comme ça des intérêts de la Belgique en tant qu'État par rapport à son engagement en Afrique centrale. Aujourd'hui, on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, que ce qui se passe n'est pas de nature à encourager vraiment. Moi, je ne suis pas très optimiste parce que chacun fait un peu. La région, la communauté, mon parti que je représente est aujourd'hui au gouvernement régional bruxellois et wallon, ainsi qu'à la communauté française. Madame Dominique Simonet a dans ses compétences, entre autres, les relations internationales. De ce que je sais, je sais que nous avons fait une action récemment pour soutenir ce qui se passe au Niger en matière de sécheresse, mais on se rend bien compte que les moyens sont excessivement limités. C'est un peu tout le monde qui fait un peu de tout, et surtout le fait qu'il y a eu à un moment donné une impulsion qui a été donnée au niveau de l'État fédéral pour dire que dans certains États, on allait davantage travailler avec, je vais dire, l'associatif, les ONG, que plutôt travailler avec les États et les administrations. Tout ceci, pour moi, je trouve que reste assez éparpillé. Dans certains domaines, bien sûr, les résultats sont évidents. Je pense qu'il faudrait certainement trouver un niveau de pouvoir qui devrait coordonner ce qui s'est fait dans différents pays. Je vais tout simplement donner, pour exemple, au niveau de la ville de Bruxelles, où moi-même j'ai le plaisir d'être échevin, et je suis très heureux que mon collègue Benoît Delis, l'échevin SPA, je rappelle, ait pu initier une action de solidarité qui a conduit au jumelage de la ville de Kinshasa avec la ville de Bruxelles, sur lesquelles, dans le cadre duquel je pense que beaucoup de choses positives ont été faites. Beaucoup de choses positives ont été faites, notamment en matière de propriété avec moi-même et en matière d'état civil, où un grand projet est prévu ou est en train d'être réalisé pour aider la ville de Kinshasa à pouvoir enregistrer les naissances et peut-être aussi aller beaucoup plus loin avec une forme de soutien logistique qui a été donnée. Donc je trouve que ce qui est fait est très bien, mais que ça ne suffit pas, qu'il faudrait un endroit où l'on sache qui fait quoi avec quoi, qu'on puisse évaluer des moyens globaux pour savoir un peu si les secteurs dans lesquels nous allons intervenir correspondent réellement aux besoins, à la demande des autorités locales, ce qui n'est pas souvent le cas. Nous-mêmes, nous avons dû corriger notre tir au niveau de la ville de Bruxelles en essayant de répondre à une demande pressante des autorités de Kinshasa pour pouvoir, comment dirais-je, intervenir dans le secteur de la propriété, alors que nous n'avions pas du tout un intérêt direct à aider les Congolais en secteur de la propriété. Donc, il y a toujours cette problématique de savoir qui veut quoi et qui veut donner quoi. Je pense toujours que la tendance reste la même, c'est-à-dire que
Nous essayons de répondre à des besoins que nous estimons nous prioritaires importants. Et à la date d'aujourd'hui, il y a toute une série de défis à relever que je peux citer ici, comme tout simplement établir tout simplement un véritable état de droit dans ces pays, que ce soit le Congo, le Rwanda, le Burundi. On vient d'évoquer l'élection à la présidence au Burundi aujourd'hui, mais ça ne suffit pas, il y a la suite qu'il faut faire. Le Congo est empêtré dans une espèce de processus démocratique pour lesquels je crois que le besoin, le soutien de la Belgique ou des autres pays ou de l'Europe est toujours nécessaire pour que le processus aboutisse. Il faut lutter contre l'insécurité, que ce soit dans ces trois pays. Je pense que l'action de la coopération devrait, quel que soit le niveau de pouvoir où elle pourrait être imaginée, devrait privilégier, je vais dire, ce genre de défis et de priorités qui correspondent à un besoin local au niveau de tous les trois pays que nous évoquons. Le processus de démocratisation dans son ensemble reste pour moi une priorité essentielle, quel que soit le niveau de pouvoir qui interviennent dans ces trois pays ex-colonies de la Belgique. L'adoption des principes de la bonne gouvernance qui, pour moi, doit absolument faire l'objet d'une clause à tous les niveaux de pouvoir. Lorsque nous, ville de Bruxelles, nous allons à Kinshasa avec quand même quelques camions et quelques milliers d'argent pour aider le gouverneur de Kinshasa à mieux faire l'état civil et peut-être à mieux structurer son programme de propreté. Lorsque nous le faisons sans une contrainte, je vais dire, en termes de bonne gouvernance. Je trouve que c'est aussi ça qu'il faut déplorer aujourd'hui, parce que aider des gens peut-être qui ne tiennent pas compte de toute une série de préoccupations éthiques et de bonne gouvernance, je crois que c'est parfois une action complètement perdue. Il faut mettre un accent sur la reconstruction du pays comme tel, parce que ce soit le Rwanda ou le Congo, je crois que l'intervenant précédent a bien évoqué une situation qui révèle bien un peu l'état de l'Afrique centrale. Il faut que les actions de coopération soient centrées sur les besoins de reconstruction. Il faut absolument qu'une priorité soit axée dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il y a, pour moi, quelque part, un besoin d'une coordination, quelque part, qui soit simplement une nécessité de la décentralisation, excusez-moi, donc de la décentralisation de certaines actions en matière des relations internationales, de coopération qui ont été, qu'a subi notre pays. Lutter contre la pauvreté doit rester quelque part une action prioritaire non seulement de la Belgique, mais de tous les États, je vais dire, modernes et développés qui veulent absolument se préoccuper d'une meilleure répartition des ressources de la planète, non seulement dans notre pays, mais également dans le pays du monde. Donc, très brièvement, moi je pense que comme beaucoup d'autres orateurs, comme beaucoup d'autres observateurs, comme beaucoup d'autres mandataires politiques, que la Belgique doit essayer de recentrer ses priorités. Nous sommes un petit pays de 9 millions d'habitants, même si nous sommes le 5e pays au monde à avoir un meilleur bien-être, même si le niveau de vie en Belgique est parmi les plus élevés, je veux dire, à travers le monde. Nous sommes quand même qu'un petit pays, j'ai envie de dire, que pour ne pas, je veux dire, éparpiller toute une série d'efforts qui ne sont pas significatifs et qui n'auront pas d'effet, il faut continuer à fixer des zones d'intervention prioritaires. Et je pense que la logique voudrait sincèrement que la Belgique, quels que soient les différents niveaux de pouvoir qui pourraient intervenir, puisse, je vais dire, s'occuper de ce qu'elle peut bien faire, de ce qu'elle connaît, compte tenu de son expertise, de son passé colonial, de toute une série d'avantages. Je trouve que c'est assez dommage, comme certains dans notre pays l'ont pensé, aller faire la coopération avec l'Indonésie. Je comprends que ce soit légitime pour beaucoup de nos concitoyens de dire que nous ne devons pas nous enfermer dans notre histoire coloniale. D'ailleurs, c'est la tendance, même lorsqu'on regarde un peu l'évolution dans nos populations belges aujourd'hui. On a tendance à vouloir s'ouvrir davantage sur le monde, sur l'ensemble du monde, que ce soit en Indonésie, en Afrique centrale ou en Amérique centrale. Mais je trouve que c'est une forte erreur de croire qu'avec les peu de moyens, qu'un État comme le nôtre, qui n'est malgré tout qu'un État restant modeste, c'est vrai qu'en Belgique nous cultivons la culture de petits pays, même si pour les Belges d'origine congolaise comme moi, c'est parfois difficile de se mettre ça dans la tête. Nous sommes après tout un pays de 10 millions d'habitants, et la communauté française d'Espérance est un petit département, ce n'est même pas l'île de France. Mais donc ça fait quand même dire à certains qu'il faut absolument que nous puissions nous concentrer sur ce que nous savons faire. Je pense que certains ministres, Mme Simonon entre autres, je la cite pour la deuxième fois, a pris quelques pays prioritaires dans cette législature,
où elle compte, je vais dire, intensifier dans les cas de ces relations, dans ses compétences des relations internationales, des actions de solidarité à différents niveaux. L'idée de dire je vais prendre 3-4 pays ou même 5 pour que je puisse me concentrer, c'est une très bonne idée, je pense. Ça a déjà été fait d'ailleurs au niveau même de la GCD, au niveau du ministère de la Coopération. Je crois que ce genre de stratégie existe pour qu'on puisse au moins avoir un impact. Je pense qu'il y a une forte attente du côté des communautés africaines et plus spécialement les communautés rwandaises ou burundaises et congolaises qui ont donc un passé historique et colonial avec la Belgique, une attente qui consiste à dire écoutez, nous aimerions être dans une situation où la France accorde plus d'importance, je veux dire, à certains de ses anciens colonies dans son action humanitaire. Donc ces ressortissants s'attendent à une telle attention. Et la seule façon, je veux dire, de donner une satisfaction à toutes ces attentes qui correspondent d'ailleurs à des besoins réels sur le terrain, c'est aussi de recentrer les moyens. Mais en guise de petite conclusion, je dirais recentrer les moyens, mais il faut une coordination parce que à la date d'aujourd'hui, c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut, là où il peut, comme il peut. La preuve, c'est que je parle au nom de la ville de Bruxelles. Nous nous débrouillons à Kinshasa comme nous nous débrouillons. J'ai appris d'ailleurs que Liège avait également un programme d'état civil à Lubumbashi. Donc je n'ai pas eu le plaisir de les rencontrer, mais je présume que mon collègue venant de Lille, qui a la charge de ces questions, a peut-être eu l'occasion une fois de coordonner avec eux. Et tout ça fait malgré tout très désordre. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de recentrage, une ligne qu'il faut fixer d'une manière générale, avec peut-être une institution au niveau fédéral qui garde quand même la maîtrise ou la coordination, qui suggère des secteurs d'action dans lesquels on peut agir, et puis j'ai envie de dire, se concentrer dans des moyens qui sont vraiment, dans des secteurs qui sont vraiment prioritaires. L'éducation et la santé reste une problématique. L'intervenant précédent parlait de la privatisation du secteur de santé dans certains pays du tiers-monde. Je pense que le libéralisme le plus criant sauvage, comme certains pourraient le dire, comme on l'a connu au XVIIIe siècle, il est aujourd'hui en train de se passer dans des pays du tiers-monde où, je veux dire, les États ne sont pas des États crédibles. Je n'insulte personne, mais les États ne sont pas des États crédibles, qui n'ont aucun moyen de faire face, je veux dire, aujourd'hui à un rouleau compresseur, donc un libéralisme qui a traversé les frontières depuis longtemps. Je crois que les pays du tiers-monde sont les pays les plus libéraux qu'on puisse connaître, alors qu'il y a besoin du libéralisme que nous n'aimons pas tous aujourd'hui, hein. Donc celui qu'on critique, celui qui effraie tout le monde, celui du 18e, 19e siècle, alors que c'est là qu'il devrait y avoir, je veux dire, un peu plus d'attention par rapport à la protection de certains types de services, certaines préoccupations. Donc il y a besoin d'être très attentif, il y a besoin d'avoir des actions qui sont vraiment pensées. Il y a besoin aussi que les migrants eux-mêmes puissent à un moment donné faire un effort pour participer à différentes actions qui se font en matière de coopération chez eux. Mais pour ça, il faudrait qu'ils soient crédibles déjà dans le pays où ils vivent, pour qu'on puisse les associer à toute une série d'actions qui sont des actions, je vais dire, nécessaires pour le développement des pays d'où ils sont originaires. On parle beaucoup que c'est une politique américaine que d'associer des migrants originaires de tel pays dans la réflexion de ce qu'il faudrait faire. Mais je crois qu'en Belgique, nous sommes bien loin, à tous les différents niveaux de pouvoir, pour pouvoir, je vais dire, impliquer des gens, à pouvoir apporter des idées, des solutions. Il y a des personnes qualifiées qui sont en chômage ici, en frustration permanente. Donc de mon côté, j'ai le sentiment que nous sommes bien loin de tout ça, mais enfin, il y a quand même des bonnes choses qui se font. Vous m'excusez, je suis de nature pessimiste. Il y a des bonnes choses qui se font, il faut encourager ceux qui ont encore un intérêt aujourd'hui, ceux qui s'impliquent, il faut les applaudir, il faut les encourager pour qu'ils poursuivent. Mais je crois que la Belgique a un peu démissionné depuis plusieurs années sur ses responsabilités dans l'Afrique centrale. Elle a un devoir de s'impliquer un peu plus qu'aujourd'hui. Elle a un rôle de catalyseur à jouer auprès de l'Union européenne, auprès des instances internationales pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Les Africains attendent cette expertise et malheureusement, je crois que la classe politique belge, je terminerai par ça, n'a peut-être pas toujours conscience de ce que les gens commentent chez eux. Charles Piquet, qui n'est pas de mon parti politique, et je l'ai connu il y a 15 ans de ça, un jour me disait Bertin, quand on cause avec vous les Congolais, on a le sentiment que vous vous dites nous vous devons quelque chose. C'est triste pour vous. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je ne lui ai jamais rappelé ça. Mais c'est triste pour vous parce que si la moitié des hommes politiques belges sont comme moi je n'ai pas eu de passé, je n'ai pas eu d'oncle, je n'ai pas eu de tante au Congo. Le Congo, c'est une vieille histoire pour moi. Il le disait très sincèrement en disant, je n'ai vraiment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'affiche d'attache avec les Congolais, bien au contraire. Il était très attentif aux Congolais vivant en Belgique.
mais il se sentait peut-être pas quelque part, je veux dire, une obligation due par un passé colonial, parce que c'est un homme qui a 50 ans, qui n'a pas connu tous ces liens, qui n'a pas de rancœur, qui n'a pas d'histoire mauvaise ou bonne avec le Congo. Et ça, c'est ce qui s'est passé exactement, je crois quand même, au niveau de certaines instances, au niveau de certains hommes politiques, merci Béatrice, qui fait qu'effectivement, l'intérêt pour l'action au Congo, tel qu'il est aujourd'hui, en Rwanda, au Burundi, n'est pas celui que les gens attendent. Donc ça, c'est un constat qu'il faut faire, il ne faut pas rêver, et peut-être qu'il faudrait d'autres actions pour sensibiliser davantage les hommes politiques à faire des actions politiques beaucoup plus précises dans le pays. Voilà, Béatrice, ce que je voulais apporter comme petite réflexion, mais tu me connais, je crois que je ne suis pas consensuel, même quand je fais un effort, je ne peux que vexer et blesser certains peut-être en disant des choses qui sont peut-être un peu, pas toujours justes, mais enfin, c'est une vision, c'est mon point de vue. Et je pense qu'on a du travail pour s'investir davantage dans cette coopération entre le Congo, le Rwanda, la Belgique et le Burundi, ces 4 pays. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Intervenants. Parler donc de stratégie par rapport à la coopération au développement, notamment la lutte contre la pauvreté et les priorités en matière d'éducation de santé. Monsieur Pierre-Paul Devine qui nous a rappelé que la coopération ne se fait pas tout seul, mais en partenariat avec tout le monde. Donc il n'y a pas que la Belgique, il y a le Burundi, le Rwanda, le Congo et d'autres pays. Ici aussi, il nous a rappelé que le budget que la Belgique a pour la coopération est largement insuffisant à pouvoir atteindre tous les objectifs. Mon ami Antoine s'est exprimé. Là, j'ai quand même envie de répondre à ce qu'il a dit parce que personnellement, ça me choque, c'est mon ami, mais il n'y a rien à faire, je dois réagir à ça. Je pense que la colonisation belge a fait de bonnes choses et de mauvaises choses, et ça, on ne peut pas l'oublier. Et quand j'entends un discours tout à fait positif par rapport à tout ce qu'il y a eu, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des maltraitances, il y a eu plein de choses très négatives et il y a eu des positives aussi. Donc on remercie la Belgique effectivement pour les choses positives qu'elles nous ont apportées, mais nous n'oublions pas non plus tout ce qui s'est passé et qui n'était pas bon. Ça, je pense que c'est important de le dire quand même. Enfin, c'est mon point de vue en tous les cas. Par rapport à Bertin, aussi, j'ai bien entendu les problèmes de la réforme en Belgique qui ont changé un petit peu le paysage politique de cette coopération au développement. Son constat de catastrophe par rapport, la catastrophe qui est due notamment à l'instabilité politique là-bas, bien entendu. Mais là aussi, moi je souligne que les premières victimes, c'est le peuple. Alors c'est vrai, la coopération s'arrête parce que ça va mal là-bas. Mais c'est qui en souffre? Eh bien, c'est les gens sur place, c'est le peuple, c'est les gens qui n'ont rien à dire finalement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, quant au regain d'intérêt pour la coopération au développement, effectivement, je suis d'accord avec ça. Et je dois ici vous confirmer que la communauté flamande ici en Belgique est tout autant intéressée et impliquée dans cette coopération au développement et dans des relations avec la communauté africaine. Ça, je tiens à le dire. Seulement, il est clair et net que nous avons une barrière de la langue qui est là et qu'effectivement, les allochtones d'origine africaine francophones ont tendance à aller vers les francophones, ce qui est logique. Néanmoins, cette balance a tendance maintenant un petit peu à s'inverser parce que de plus en plus, ils mettent leurs enfants à l'école en néerlandais. Nous en avons de plus en plus qui sont bilingues aussi. Et comme le soulignait M. De Vink, ça montre là aussi l'interculturalité, le respect de la culture de l'autre, ce qui est la base aussi d'une démocratie. Je pense que c'est important là aussi. Alors, la coordination, eh bien, ça rentre dans mon sujet, qui est comment développer un partenariat équilibré avec la Belgique. Eh bien, justement, c'est cette coordination qu'il faut essayer de faire. Et là, comme on a toutes les ASBL, pas mal d'ASBL qui sont présentes aujourd'hui, je tiens aussi à lancer encore un appel et à leur dire il serait temps qu'on se mette ensemble et qu'on discute et qu'on sache qui existe, qu'on ait notre base de données, qu'on se mette ensemble pour travailler ensemble et pas chacun de son côté. Et là, on aura beaucoup plus de poids et on pourra faire beaucoup plus de choses. Nous avons notre ami Bertin Mampaka qui est chez les francophones. Aujourd'hui, vous m'avez moi, Marie-Cécile, qui suis chez les flamands. Je pense que là, on a tous les outils nécessaires pour atteindre nos objectifs.
Alors, la Belgique ne doit rien au Congo, Monsieur Charles Piquet. Oui, il n'a pas eu de tante ni d'oncle qui était au Congo en tant que colonial. Très bien, oui. En termes d'attente, tu vois, des Africains qui sont spontanés, développer une culture de dette qui les autres ne l'ont pas contractée. C'est ça le problème. Effectivement, mais on l'a dit, je ne sais pas si mon micro fonctionne, voilà. On l'a dit, la Belgique a un niveau de vie très élevé. On a une sécurité sociale aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, géniale. Vous allez à l'hôpital vous faire soigner, vous êtes pris en charge. Vous êtes séropositif, vous êtes en ordre de mutuelle, vous ne payez pas vos médicaments, alors que ce sont des coûts très lourds. Effectivement, mais c'est grâce à quoi? Grâce à quoi est-ce que la Belgique aujourd'hui a atteint ce niveau de vie? Je vous pose la question. Je pense que quelque part, les colonies leur ont apporté beaucoup. Alors il est vrai qu'il ne faut pas rester dans cette idée de devoir quelque chose, mais moralement, et je pense que les hommes politiques et les Belges en général qui connaissent l'histoire le savent très très bien. Alors tant mieux pour M. Charles Piquet s'il ne se sent pas concerné, mais moi je me sens concernée, étant moitié africaine, congolaise entre autres, mais j'aurais pu être rwandaise ou burundaise, peu importe, et moitié belge. Voilà. Madame Gam, juste pour vous dire que par rapport, pour répondre aux autres orateurs, je souhaiterais qu'on le fasse à un moment du débat, et peut-être plus se tenir à votre intervention. Très bien. Et au moment du débat, alors réagir par rapport aux intervenants. Très très bien. Bon.